Donc, je donne la parole à Gilbert Yanni, président de la commission économique de Business Mauritius. Gilbert est Chief Strategy Officer à la MCB. À toi la parole. Merci. Et merci pour votre brillant exposé qui nous fait sortir de notre zone de confort. Je vais quand même peut-être commencer par une question traditionnelle à cause de la présence de notre membership. Comme vous savez, l'économie de Maurice est extrêmement ouverte. Le ratio de commerce des biens et services est supérieur par rapport au PIB est supérieur à 100%. Et quelle est votre analyse dans ce contexte économique mondial actuel? Et comme l'Union européenne est quand même notre partenaire principal, le partenaire économique, pourriez-nous vous faire un petit zoom sur le plan de relance de l'Union européenne? Oui, mais bien sûr, le plan de relance européenne, à mon avis, au premier abord, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est la première fois tout de même que nous décidons, nous les Européens, de mettre en commun une partie de notre budget et de mettre en œuvre un tel plan de relance dans une situation absolument exceptionnelle qui est induite par le confinement généralisé d'une bonne partie des pays de l'Union. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et je crois qu'elle est essentiellement due à, disons, des concessions relativement tactiques, mais quand même, qui ont été faites par l'Allemagne, par la chancelière Angela Merkel, parce qu'elle est très consciente, à mon avis, ça c'est moi qui l'interprète, elle est très consciente, à mon avis, que la survie de la zone euro est en jeu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Italie, comme vous le savez sûrement, s'achemine maintenant vers un ratio d'aide publique sur PIB qui va avoisiner les 165%. Donc elle va entrer dans une zone qui est proche de celle où était la Grèce en 2010. Elle était à 180%. C'est pas clair du tout que les marchés financiers vont continuer de tolérer l'explosion de la dette publique italienne. Et si l'Italie n'arrive plus à se financer sur les marchés financiers, on entre dans une problématique qui est très proche de celle de la Grèce en 2010. À ceci près que Rome n'est pas Athènes et que, je pense, l'Italie n'acceptera jamais que la Troïka lui inflige le plan d'ajustement structurel que nous avons infligé à la Grèce. La grande différence, c'est que la Grèce, en 2010, c'est 3% du PIB de la zone euro. L'Italie, aujourd'hui, c'est plus de 10%. C'est la troisième économie de la zone euro. Par ailleurs, vous savez bien qu'en Italie, vous avez un certain nombre de populistes, parmi lesquels notamment Roberto Salvini, qui ne sont pas au gouvernement actuellement, mais qui sont à la porte d'entrée du gouvernement, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'un bras de fer avec l'Union européenne fasse tomber la coalition de Giuseppe Conte, et pour revenir au gouvernement, et très certainement proposer la sortie de la zone euro, si le bras de fer devait être trop violent. Donc, mon analyse, c'est que l'Allemagne a très bien compris ça, et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel, heureusement, a fait la concession in extremis d'enfin, pour la première fois, organiser un plan de relance de cette nature avec, disons, un budget partagé. Mais je dois immédiatement nuancer mon enthousiasme parce que, premièrement, finalement, ce plan de relance a été acté uniquement au titre de l'article 122 du traité fondateur de l'Union européenne, qui fait qu'actuellement, juridiquement, il n'y a aucun moyen de pérenniser une initiative comme celle-ci. Donc je sais bien que beaucoup de commentateurs ont dit, voyez, c'est le premier pas vers un budget fédéral, mais c'est le premier pas possible vers un budget fédéral, mais il se peut très bien aussi que l'interprétation qu'on donne de la décision qui a été prise avec ce plan de relance, c'est de dire, oui, mais c'est un hapax, c'est lié à la situation absolument exceptionnelle qu'a induite le Covid, donc il est hors de question de pérenniser ce dispositif dans les années qui viennent. Première remarque. Deuxième remarque, vous savez que sur les 750 milliards qui étaient initialement prévus, il devait y en avoir 500 qui étaient de la subvention publique et il devait y en avoir 250 qui étaient du prêt. Et puis malheureusement, au cours des négociations, à l'issue de l'accord du 21 juillet dernier, les montants ont été complètement révisés. On est passé à 360 milliards d'euros de subventions et le reste en prêt. Or, ces prêts-là, premièrement, se pose la question de la ressource qui va permettre de les financer. Deuxièmement, la question du désir d'un certain nombre de pays du Sud, puisque c'est designé, des désirs d'un certain nombre de pays du Sud de s'endetter auprès des pays du Nord. Et vous savez par exemple que l'Italie et l'Espagne ont signifié assez clairement qu'ils préféraient s'endetter sur les marchés financiers que de s'endetter auprès des pays du nord de l'Europe, en particulier des pays dits vertueux ou des faucons, comme vous voulez les appeler, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Finlande. Et donc, c'est pas clair du tout que ces prêts vont être appelés.
Ce qui veut dire qu'il est très possible que les 750 milliards se réduisent finalement à 390 milliards de subventions, ce qui est très très insuffisant, parce que vous divisez 390 milliards par 3, puisque c'est sur 3 ans, et par le nombre de pays récipiendaires, ça donne des sommes qui sont ridicules comparées à l'impact macroéconomique majeur que va avoir le confinement dans nos pays. Vous savez qu'en France, on évalue à au moins 10% de perte du PIB, donc on est déjà dans des zones, disons, d'effondrement de l'économie française bien supérieures aux 40 petits milliards que va récupérer la France. Qui plus est, comme je le disais il y a un instant, du côté des prêts, la question se pose du remboursement de ces prêts. Alors, il n'y a que deux options. Soit l'Union européenne réussit à lever des nouvelles ressources fiscales, et ça, par exemple, ça veut dire une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, une taxe sur les GAFAM, une taxe sur les transactions financières, soit finalement, ça reste du prêt que les États souverains membres de la zone euro vont devoir rembourser auprès de l'Union européenne. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on a très peu avancé, puisque au lieu simplement de s'endetter auprès des marchés financiers, on s'endette auprès de l'Union européenne, mais à la fin, il faut rembourser. Donc, si vous avez regardé le plan en détail, il y a un tout petit peu de péréquation entre les pays des Sud, Italie, Espagne, Portugal, et les pays du Nord, mais finalement, ils vont très très peu y gagner. D'autant que les conditions de remboursement de ce prêt de l'Union européenne à ses membres sont beaucoup plus drastiques que les conditions de remboursement des marchés financiers. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Italie et l'Espagne ont signifié dès le début qu'elles préféraient continuer de s'endetter sur les marchés qu'auprès de l'Union européenne. En particulier, j'ai regardé ça de près, il va être impossible aux pays membres de la zone euro de rouler leurs dettes vis-à-vis de l'Union européenne. Disons que le ficelage du prêt a été fait de telle sorte par la Commission européenne que nous allons être véritablement obligés de rembourser, alors que vous savez bien que depuis des années, une bonne partie de la dette publique des pays de la zone euro est simplement roulée grâce au mécanisme de rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne. Et cette fois-ci, ce sera impossible. Donc peut-être que paradoxalement, d'une certaine manière, la partie prêt du plan de relance de l'Union européenne sera plus dure à rembourser pour les pays récipiendaires que si c'était agi d'une dette publique classique roulée grâce à la complicité de la Banque centrale européenne. Et donc, vous voyez, c'est ce qui fait que je suis, disons, relativement mesuré dans mon enthousiasme vis-à-vis de ce plan. À la fois, disons, symboliquement, politiquement, c'est une très bonne nouvelle, mais quand vous regardez dans le détail, les concessions qui ont été accordées aux pays du Nord pour que ceci puisse avoir lieu sont telles que finalement, peut-être que ça pourrait même être une mauvaise nouvelle pour les pays du Sud.